Parker Schnabel vient de terminer la plus grande saison d'exploitation aurifère de toute sa carrière. Lors du nettoyage final, son exploitation avait récupéré une quantité étonnante de 10 600 onces d'or du sol gelé du Yukon, une valeur de près de 42 millions de dollars, à un moment où les prix de l'or avaient grimpé jusqu'à un niveau sans précédent de 4 000 $ l'once. Ce fut une saison qui a brisé tous les records personnels qu'il avait jamais établis et l'a placé parmi les mineurs de placer les plus performants de sa génération. Selon toutes les mesures raisonnables, cela aurait dû être la plus grande célébration de sa carrière. Pourtant, lorsque les chiffres finaux furent comptés, Parker était tout sauf satisfait. Au lieu de célébrer avec un sourire, il se tenait tranquillement, son expression dure et illisible, comme si quelque chose de bien plus important que l'argent lui avait échappé. La raison n'avait rien à voir avec l'incroyable quantité d'or qu'il avait récupérée. Cela avait tout à voir avec un nom qui se trouvait toujours au-dessus du sien dans le classement. Ailleurs dans le Klondike, un autre mineur avait discrètement produit une saison encore plus importante. Il ne s'agissait pas d'un nouveau venu cherchant à faire la une des journaux, ni d'un rival inconnu surgi de nulle part. Il s'agissait de Tony Beats, le mineur légendaire qui avait passé des années à apprendre à Parker à lire les journaux, à chasser d'anciens chenaux aurifères et à survivre à une saison après l'autre brutale du Yukon. L'élève avait construit un empire, mais cette fois le professeur avait quand même terminé premier. « Hé, Tony, qu'est-ce que tu penses de ça? De l'or, d'où ça vient ?» a plaisanté quelqu'un en brandissant de l'or frais récupéré d'une coupe soi-disant terminée. Tony réagit à peine. Calmement, il répondit qu'il avait toujours eu l'intention de retourner sur ce terrain. Quand quelqu'un a insisté sur le fait qu'il avait entendu dire que la coupure était déjà épuisée, Tony a simplement haussé les épaules et a admis qu'il n'était toujours pas impressionné par ce qu'ils avaient récupéré. Puis vint le commentaire qui traduisait parfaitement son état d'esprit implacable. « Tu vois, alors fais réparer ça !» Il n'y a eu ni célébration ni satisfaction, et certainement pas de tour de victoire. Même après avoir produit d'énormes quantités d'or, Tony restait concentré uniquement sur ce qui restait encore dans le sol. Cette attitude expliquait exactement pourquoi il continuait à surpasser presque tout le monde autour de lui. Pour comprendre pourquoi Parker avait l'air si frustré malgré la production de la plus grosse saison de sa vie, il faut remonter aux dernières semaines, avant que l'hiver ne ferme complètement le Yukon. La ligne d'arrivée était déjà en vue, mais Parker ne ralentissait pas. Au contraire, il a poussé plus fort qu'à tout autre moment de la saison. Quelques mois plus tôt, son équipe avait déjà atteint l'objectif de production ambitieux qu'elle s'était fixé au début du printemps. Normalement, cette réussite à elle seule aurait suffi à justifier la fermeture de tout et le retour chez soi avec un profit extraordinaire. Mais les circonstances avaient radicalement changé. Les prix de l'or ont continué de grimper à des niveaux que presque personne au Yukon n'aurait jamais imaginé possible. À 4 000 $, l'once chaque seau de terreau est soudainement devenu considérablement plus précieux qu'il ne l'était quelques mois auparavant. Chaque once supplémentaire récupérée avant le gel représentait des milliers de dollars qui autrement resteraient piégés sous le sol gelé jusqu'à la saison suivante. Parker a compris l'opportunité qui s'offrait à lui et il a refusé de perdre ne serait-ce qu'une seule journée. Cette décision impliquait d'exploiter simultanément ces 4 stations de lavage pendant l'une des périodes les plus froides de l'année. Faire fonctionner 4 installations de lavage à pleine capacité représente un énorme défi logistique dans des conditions idéales. Le tenter à l'approche de l'hiver nécessite une coordination constante, un entretien sans fin. Et une équipe prête à travailler sous des températures glaciales avec presque aucune marge d'erreur. Chaque usine exigeait un approvisionnement ininterrompu, en terre battue, livré par des excavatrices, des chargeuses et des camions de transport, travaillant presque sans arrêt. Chaque convoyeur sluice et système d'eau devait fonctionner en continu, malgré des températures qui menaçaient de geler l'équipement pendant la nuit. Une panne mécanique pourrait arrêter la production de milliers de dollars en quelques heures. Maintenir chaque usine en activité nécessitait un travail d'équipe extraordinaire. À un moment donné, l'équipage a vu l'usine de lavage connue sous le nom de Slucifer revenir enfin en service à Dominion Creek après être restée inactive plus tôt dans la saison. « Un moment que je n'aurais jamais cru arriver », remarqua quelqu'un avec un soulagement évident. Un autre membre de l'équipage a demandé comment fonctionnait l'usine. La réponse est revenue immédiatement, plutôt doux. Parker sourit brièvement avant d'ajouter
J'espère que ça restera ainsi. » Tout le monde a compris exactement ce qu'il voulait dire. L'exploitation minière de fin de saison laisse très peu de place à l'optimisme, car même un équipement parfaitement entretenu peut tomber en panne sans avertissement une fois que les températures commencent à descendre en dessous de zéro. Chaque journée réussie semblait empruntée à la météo elle-même. Un membre de l'équipage a reçu des félicitations pour avoir préparé l'usine à temps. Bon travail avec la configuration MEC. L'appréciation était réelle, car tout le monde reconnaissait l'importance de chaque machine encore en fonctionnement. Au cours de ces dernières semaines, une installation de lavage fonctionnant correctement valait des centaines de milliers de dollars. L'arithmétique financière rendait l'urgence impossible à ignorer. À 4 000 $ l'once même, un nettoyage hebdomadaire relativement modeste de 100 onces représentait environ 400 000 $ d'or récupéré. Si 4 usines continuaient à produire simultanément pendant quelques jours supplémentaires avant l'arrivée de l'hiver, les revenus supplémentaires pourraient atteindre plusieurs millions. Ces derniers jours d'exploitation n'ont jamais eu pour but d'établir un autre record ou de satisfaire une fierté personnelle. Elles représentaient une dernière opportunité de récupérer d'énormes richesses avant que la nature ne ferme complètement les mines. Chaque heure comptait, chaque camion de saleté comptait. Chaque panne mécanique menaçait de laisser de l'or précieux enfoui sous le sol gelé pendant encore un an. À ce stade de la saison, Parker avait déjà accompli quelque chose que peu de mineurs parviennent à réaliser. Plus de 42 millions de dollars d'or ont transité par son exploitation. Son record personnel de production avait été battu quelques semaines plus tôt, et son équipe avait déjà assuré l'une des plus belles saisons de l'histoire moderne du Klondike. La plupart des opérateurs auraient fait la fête bien avant d'en arriver là. Il aurait pu fermer toutes les usines de lavage l'après-midi, même emballer l'équipement et partir vers le sud en sachant qu'il avait déjà assuré sa place parmi les mineurs de placé les plus prospères jamais exploités au Yukon. Personne n'aurait remis en question cette décision. Financièrement, c'était tout à fait logique. Mais Parker ne recherchait plus seulement l'argent. Il poursuivait Tony Beats. Bien qu'il produise lui-même plus de 10 000 onces, Parker était toujours derrière Tony, d'environ 120 onces. Pour la plupart des mineurs, cette différence aurait semblé insignifiante. Pour Parker Schnabel, dont la nature compétitive a défini presque toutes les étapes de sa carrière, cela semblait énorme. Pendant ce temps, l'hiver continuait d'avancer à une vitesse effrayante. Chaque nuit qui passait apportait des températures plus froides qui augmentaient régulièrement à travers le Klondike. Personne ne savait exactement combien de jours de travail il restait avant que les conduites d'eau gelées, les vannes solidifiées et la terre dure comme la pierre oblige chaque opération à s'arrêter. Sachant que le temps était compté, Parker a pris la seule décision conforme à la façon dont il a toujours abordé l'exploitation minière. Au lieu de ralentir la production pour protéger les équipements ou préserver les ressources, il a ordonné à chaque usine de lavage de continuer à fonctionner à sa capacité maximale. Le risque a considérablement augmenté, tout comme la récompense potentielle. Le pari était énorme. Faire fonctionner des équipements dans des conditions glaciales signifiait pousser les machines au-delà de leurs limites normales, tout en exposant les équipes à des environnements de travail de plus en plus dangereux. Mais Parker pensait que chaque once restante encore enfouie sous terre justifiait de prendre ce risque. Au Yukon, l'hiver n'arrive jamais progressivement. Les températures peuvent chuter du jour au lendemain, gelant les conduites d'eau, raidissant les tuyaux hydrauliques et transformant la terre exploitable en roche gelée qui ne peut pas être traitée. Une fois que cela se produit, la saison se termine immédiatement. Pas de négociation, pas de prolongation et pas de seconde chance. Ce gel imminent est devenu l'adversaire invisible contre lequel Parker courait. Chaque lever de soleil offrait une nouvelle opportunité de récupérer de l'or. Chaque coucher de soleil rapprochait l'hiver d'un jour. L'horloge n'a jamais arrêté de tourner. Avant de faire un dernier effort, Parker a rassemblé les principaux dirigeants qui avaient aidé à mener à bien l'opération pendant des mois d'exploitation minière incessante. Mitch Blaschke, Tyson Lee et Brennan Ruol se sont réunis pour discuter de la stratégie finale. Ce n'étaient pas des employés ordinaires. Ils étaient les personnes de confiance chargées de maintenir en activité l'une des plus grandes opérations minières du Klondike. Lorsque Tyson revint, Parker le salua chaleureusement. « Il est de retour, bon retour !» Tyson sourit, visiblement heureux de rejoindre l'équipage. Parker a admis qu'il restait encore énormément de travail avant que la saison puisse enfin se terminer. « Il y a beaucoup à faire cette année », a expliqué Parker. « Nous avons besoin de toute l'aide possible. »
Tyson hocha la tête sans hésitation. Certainement, c'est cette année, hein? Parker rit avant de répondre avec une détermination caractéristique. Nous devons simplement continuer à jeter de la terre dans ces usines de lavage. La conversation est restée détendue, remplie de blagues et de taquineries amicales, tandis que les membres de l'équipage entraient un par un dans la réunion. Quelqu'un est arrivé en retard et a immédiatement été la cible de critiques bon enfant pour avoir fait attendre le patron. Les rires se sont répandus dans la salle, mais derrière l'humour, tout le monde a compris à quel point la situation était devenue grave. L'exploitation avait déjà dépassé le cap incroyable des 10 000 onces, un chiffre que seule une poignée d'exploitations minières du Klondike ont jamais atteint. Quelques années plus tôt même, Parker lui-même aurait pu considérer une telle production presque impossible. Maintenant, ils l'avaient dépassée ensemble. Pourtant, Parker refusait de laisser quiconque se sentir à l'aise. Pendant des semaines, une pensée n'avait cessé de le tracasser. Plus tôt dans la saison, Tony Beats avait mentionné avec désinvolture que son propre objectif de production se situerait probablement entre 6 et 7 000 onces. À l'époque, cette estimation semblait ambitieuse, mais réaliste. Au lieu de cela, Tony avait complètement effacé ses propres attentes. Non seulement il avait dépassé les 7 000 onces, mais il avait également franchi la barre des 10 000 onces, lui-même laissant Parker dans la position inhabituelle d'essayer d'attraper quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un qui admet ouvertement qu'il déteste perdre plus que tout, cette réalité est devenue impossible à accepter. Parker a immédiatement émis de nouveaux ordres de marche. Chaque usine de lavage augmenterait les débits d'alimentation autant que possible. Aucune exception. Pas de ralentissement. Les énormes stocks de saleté qui se trouvaient à Dominion Creek sont soudainement devenus la plus haute priorité de l'exploitation. Chaque machine disponible axée sur le traitement du plus grand nombre de matériaux possible avant l'hiver pourrait tout arrêter définitivement. L'opportunité restante diminuait d'heure en heure. Parker a attribué les responsabilités avec une précision absolue. Mitch a reçu l'ordre de maintenir l'usine de lavage connue sous le nom de Roxane en fonctionnement continu tout en traitant le projet de décapage comme la plus haute priorité sur l'ensemble de la propriété. La responsabilité de Brennan consistait à soutenir chaque équipage en s'assurant que l'équipement, les fournitures et la main-d'œuvre atteignaient la zone qui en avait le plus besoin. Le décapage n'est peut-être pas un travail glamour, mais Parker a compris que cela détermine souvent la réussite ou l'échec d'une saison minière. Avant que les déchets aurifères puissent atteindre une station de lavage, d'énormes quantités de morses terrains sans valeur doivent d'abord être enlevées. Chaque heure économisée en matière de décapage crée une heure supplémentaire disponible pour le traitement de matériaux de valeur. À quelques jours de l'hiver, cette efficacité est devenue inestimable. Le sol laissé couvert par les morts terrains gelerait bientôt, empêchant toute chance d'atteindre l'or en dessous avant l'année suivante. Chaque minute comptait. Parker n'a laissé aucun doute sur ses attentes lors de ses derniers quarts de travail. Aucune erreur ne serait tolérée. Les retards ne seraient pas acceptés. S'il y avait jamais eu un moment pour pousser plus fort que jamais, c'était sans aucun doute celui-là. Le plan était brutalement simple. Les installations de lavage continueraient de fonctionner jusqu'à ce que l'une des deux choses suivantes se produise. Soit l'hiver les a obligés à s'arrêter, soit toutes les coupes restantes ont été complètement exploitées. Le franchissement du seuil des 10 000 onces plaçait déjà Parker parmi un groupe extraordinairement restreint de mineurs dans l'histoire moderne du Klondike. Très peu d'opérations ont atteint ce cap. Pourtant, même après avoir accompli quelque chose d'aussi extraordinaire, il se retrouvait toujours à regarder les chiffres de quelqu'un d'autre. Cette réalité reflète parfaitement le caractère remarquable de cette saison. Ni Parker ni Tony n'avaient connu une année moyenne. Les deux mineurs produisaient à des niveaux rarement observés au Yukon. Lorsque deux opérations se déroulent à des hauteurs aussi extraordinaires, même une différence de quelques centaines d'onces seulement semble bien plus grande que ce que les chiffres seuls pourraient suggérer. En repensant à la saison, Parker a finalement admis quelque chose qu'il portait depuis des mois. Les problèmes que nous avons rencontrés cette année avec les installations de lavage et les horaires, a-t-il déclaré honnêtement, ont été une grosse erreur de ma part. Il n'y avait aucune excuse, aucune tentative de rejeter la responsabilité ailleurs. Bien qu'il ait récupéré plus de 10 600 onces d'or et construit la plus grande saison de sa vie, Parker ne s'est pas concentré sur tout ce qui s'était bien passé, mais sur les erreurs qui, selon lui avaient finalement coûté la première place. Cette quête incessante de perfection, plus que l'or lui-même, expliquait pourquoi une saison record
pouvait encore sembler une affaire inachevée. Il ne reste plus qu'à obtenir suffisamment d'argent pour payer les paiements que nous avons pour la propriété et le paiement de la dette. Nous sommes donc dans une situation un peu précaire en ce moment. Nous avons besoin d'usines qui fonctionnent jusqu'à la fin de la saison. 10 000 heures. Avec les ordres donnés et les installations de lavage qui rugissent à travers la propriété, Parker s'assoit pour faire un bilan honnête du terrain parcouru par son exploitation cette année. Il est difficile de comprendre les chiffres globaux. Tout au long de la saison, ces équipes ont travaillé pendant plus de 10 000 heures combinées et ont transporté 2 millions de mètres de matériaux dans les usines. C'est la charge de travail d'une mine industrielle portant les vêtements d'une tenue familiale. Le genre de volume qu'il faut pour transformer une seule saison au Yukon, en plus de 40 millions de dollars enfermés dans un coffre-fort. Les heures se déroulaient jour et nuit au milieu des pannes des réparations et de la lente progression du froid. Tout cela visait des particules de métal qui pèsent souvent moins qu'un grain de riz. Pour la première fois depuis longtemps, une confiance tranquille s'installe dans le camp. En regardant le volume de combat traité par ses équipes, Parker pense qu'il faudrait quelque chose de spécial pour que Tony le batte. Une installation de lavage ne gagne de l'argent que lorsque les matériaux y circulent réellement, c'est pourquoi ces 10 000 heures sont aussi importantes que n'importe quel moyen. Le fer inutilisé est un pur coût brûlant du carburant et des salaires en plein jour sans rien en tirer. Le fait que les usines soient restées alimentées et en fonctionnement pendant toute une saison au Yukon est à l'origine du chiffre de 40 millions de dollars. Le plus dur est terminé. Les heures s'accumulent, les chantiers se déplacent et l'or est déjà sorti de terre. La seule chose qui reste maintenant est le moment où chaque mineur de Placer vit et meurt. Et il est temps de peser l'or. Le bilan de Parker. La première usine à être pesée est Roxane, qui a passé son récent parcours à mâcher régulièrement les salaires d'un terrain que l'équipe appelle Ken et Stewart. La semaine précédente, cette même usine avait livré une quantité impressionnante de 134 onces. Les espoirs sont donc grands à mesure que le nettoyage progresse et que la balance commence à se stabiliser. L'aiguille grimpe vacille et s'arrête à 94,9 onces. À 4 000 $, l'once, cette voie unique vaut environ 380 000 $. Un résultat solide, même s'il s'est un peu refroidi par rapport à la semaine précédente. Même une semaine plus calme à ses prix met encore la majeure partie de 400 000 $ sur la table. Un nettoyage comme celui-ci est la récompense de semaines de travail. L'or fin piégé dans les nattes d'écluse est lavé, concentré, séché et enfin pesé. Chaque flocon rapportait un seau de terre à la fois. Le règlement de la balance est le seul moment dans le secteur minier où tous ces efforts se transforment en un chiffre dur et indéniable. Vient ensuite l'usine qu'ils appellent Bob, qui exploite le tout dernier or coupé en pont, qui a produit en moyenne environ 140 onces par semaine pendant la majeure partie de la saison. Le décompte grimpe au-delà des années 80, au-delà de 90 et s'établit finalement à 103,75 onces et encore une fois à 3 chiffres d'une valeur d'environ 415 000 $. Bob a été l'un des chevaux de trait silencieux de la saison, parcourant le dernier terrain coupé en pont à un rythme régulier tandis que les plantes les plus voyantes attirent l'attention. Sa finition de 103 onces correspond parfaitement au rythme qu'elle a maintenu toute l'année, le genre de production fiable qui s'accumule dans un total de saison sans que personne ne s'en soucie. Avec ces deux usines comptées, le total cumulé de Parker pour l'année atteint 10 288 onces. Il nous en faut un peu plus de 200 pour atteindre notre objectif 200, ouais. C'est donc le mile d'or. Nous en avons quelques-uns ici. Prêt, ouais. Voyez comment Goose et Big Red ont fait. J'ai 40, 80, 100, 20, 100, 30, 100, 40. Ne ralentis pas, c'est dommage. Et voilà 200. Malade. 220, 258,15. Ouais. Les calculs sur la rivalité changent en un instant car cette poussée réduit l'avance de Tony à moins de 400 onces suffisamment proche pour qu'une seule forte coulée puisse l'effacer. Et le terrain le plus riche que Parker ait touché toute la saison, le fameux Golden Mile, n'est toujours pas pesé. 10 288 onces représentent un total stupéfiant, en soi plus d'or que la plupart des mineurs n'en extraient au cours de leur vie. Mais le seul chiffre que Parker surveille est l'écart. Avec l'avance de Tony désormais inférieure à 400 onces, la saison entière s'est réduite à une seule question. Et tout dépend de ce que ces deux dernières usines
ont déversé du Golden Mile. Les rois comptent, mais Parker est loin d'être le seul mineur à compter de l'or au Klondike ce soir. De l'autre côté de la vallée, le vétéran grisonnant, qu'on appelle le roi du Klondike, s'installe pour compter ses 2 dernières plantes. Tony Beats n'a jamais été homme à faire quoi que ce soit tranquillement, et il n'est pas sur le point de commencer avec la plus grande saison de sa vie sur la balance. La première à son échelle est l'usine nommée Harold, qui travaille sur un terrain connu sous le nom de Easter Cup Pays. La semaine précédente, il avait rapporté 130 onces stables, et ce pesé final de la saison atterrit juste à côté à 132,12 onces, au prix actuel qui valent environ 528 000 $, exactement le genre de transport fiable sur lequel Tony a bâti toute sa réputation. Et puis vient la plante à laquelle tout le monde se prépare. Mike Strommel est le véritable monstre de toute l'opération, et il a passé la saison à parcourir sans relâche le légendaire canal blanc Pays, à une coupe connue sous le nom de Paradise Hill, avec une moyenne franchement absurde de 320 onces chaque semaine. Lorsqu'une usine reste aussi riche pendant aussi longtemps, son bilan final de l'année porte le poids de toute la rivalité. Harold et le Trommel sont assis aux extrémités opposées de la même opération. L'un est un producteur stable et fiable qui ajoute tranquillement à la pile semaine après semaine. L'autre est un monstre à gros volume capable de faire basculer le total de toute la saison en un seul nettoyage. Pesez d'abord l'usine fiable et conservez le monstre pour les dernières constructions afin d'obtenir exactement le genre de finition que Tony a toujours apprécié. L'or commence à affluer sur la balance et le décompte refuse tout simplement d'arrêter de grimper. Il dépasse 200, dépasse 300, dépasse 400, l'aiguille poussant toujours plus haut jusqu'à ce qu'elle s'arrête finalement à 417,36 onces. Il s'agit d'une seule pesée d'une valeur d'environ 1,7 million de $, le genre de chiffre qui met fin à une dispute avant qu'elle ne commence. Un sol comme le canal blanc. Pays est le matériau sur lequel sont construites les légendes du Klondike, un ancien lit de ruisseau enfoui où l'or se concentre depuis plus longtemps que quiconque ne peut vraiment l'imaginer. Tony a passé des années à courir après des canaux exactement comme celui-ci, pariant que la terre la plus riche du quartier l'attendait juste sous la surface. Une pesée de 400 onces est la preuve que cette année, le pari a été pleinement récompensé. Le disque Beats. Lorsque le tout dernier grain d'or se dépose sur la balance, toute l'ampleur de ce que Tony Beats a accompli apparaît clairement. La famille Beats termine l'année avec un total de saison colossal de 11 231 onces. Au prix actuellement exorbitant, cet or vaut la somme stupéfiante de 45 millions de $, soit de loin la plus grande saison que la famille ait jamais enregistrée, et une année véritablement record. Pour Tony, le résultat est une pure justification. Il pense que cette année, après tant d'épreuves difficiles, tout s'est finalement mis en place. Il y a une satisfaction particulière à réussir quelque chose d'aussi énorme à son âge, entouré de la même famille qui l'a aidé à le sortir du sol gelé. La plupart des mineurs assis sur un tel transport rêveraient déjà d'un hiver long et chaud. Loin du Yukon et non Tony, il parle ouvertement de retourner aux gisements aurifères dès l'arrivée du printemps, s'attendant à être le tout premier à revenir sur Terre, lorsque le dégel se dissipera enfin. Ce qui rend le Beats total encore plus remarquable, c'est qu'il provient d'une véritable entreprise familiale. Tony a construit son empire aux côtés de sa femme et de ses enfants, confiant le contrôle d'usine, comme celle de Mike Trommel, à la génération suivante, tandis qu'il supervise l'ensemble de l'entreprise tentaculaire. 11 000 onces ne sont pas l'œuvre d'un seul mineur obstiné. C'est le travail d'une famille qui a appris à aller plus loin que quiconque ne l'aurait cru raisonnable et qui n'a jamais arrêté. Le surnom du roi du Klondike n'est pas qu'un simple spectacle. Tony est arrivé sur le territoire il y a des décennies et a gravi les échelons à partir de presque rien pour devenir le mineur le plus reconnaissable, l'homme contre lequel chaque nouveau venu finit par se mesurer. Une saison de 45 millions de $, ne fait que consolider une réputation qu'il a passé toute sa vie à bâtir un ruisseau gelé à la fois. Et sur le seul tableau d'affichage qui compte pour l'un ou l'autre homme, la rivalité est fermement en faveur de Tony. À ce moment précis, avec Parker assis à 10 288 onces, l'ancien mentor a plus de 940 onces d'avance. Pour que Parker ait un espoir réaliste de l'attraper,
Il lui faut maintenant un score absolument énorme sur ces 2 dernières plantes, celle qui retient encore tout l'or du Golden Mile, le mille d'or. Pour la dernière pesée de sa saison, Parker fait quelque chose de digne d'une finale. Il combine ses 2 plus gros succès, les plantes Golden Goose et Big Red Wash, en une seule double coulée spectaculaire. Nous avons beaucoup de travaux d'éclusage à faire et c'est la fin de l'année. J'aimerais construire notre nouvelle usine car elle a des écluses plus larges de 4 pieds. C'est un peu plus gros que Big Red. Nous fermons cette usine, donc cela fera certainement une différence. Je suis ravi de le mettre en œuvre. Nous en avons certainement besoin au rythme où nous allons. Nous ne progressons pas vraiment très rapidement, donc cela nous aidera. J'espère que nous pourrons l'assembler et le mettre dans la fosse d'ici la fin de la semaine. Ensemble, ces 2 machines ont parcouru l'extrémité du Golden Mile, la section de terrain la plus riche que Parker ait exploitée sur la propriété cette année. La combinaison de 2 usines en une seule opération est inhabituelle, une façon de transformer le nettoyage final de la saison en un seul chiffre décisif au lieu de 2 plus petits. Le Golden Goose et le Big Red ont chacun couru leur part du Golden Mile. Donc mettre leur or en commun signifie que tout ce qui reste à Parker se résume à un plateau, une balance et une lecture. L'or continue d'affluer à mesure que le plateau se remplit bien au-delà du point de confort. Le décompte courant dépasse 180, grimpe à 240, dépasse 300, et le versement n'est toujours pas terminé. Il s'établit finalement à 307,95 onces suite à la double coulée elle-même. Ajouté au reste de la semaine de nettoyage, cela porte la dernière semaine de Parker à 506 onces d'or d'une valeur d'environ 2 millions de dollars à elle seule. C'est la semaine la plus importante de toute la saison, arrivant exactement au moment où il en a le plus besoin sur le terrain le plus riche dont il dispose. Le Golden Mile mérite honnêtement son nom. Il s'agit de l'étendue de terrain la plus riche selon les revendications de Parker, la coupe qu'il a sauvegardée et pour laquelle il a travaillé toute la saison, et détenir le meilleur pour la pesée finale est exactement le genre de pari qui le définit. Lorsque la double coulée dépasse 300 onces, cela confirme ce qu'il soupçonnait depuis le début, à savoir que la meilleure terre se trouvait juste là, à la fin. Au-dessus de tout ce qu'il a précédé, le total de Parker pour toute la saison s'élève à 10 596 onces et un peu de changement. Il l'arrondit en toute confiance à 10 600 onces, certain qu'il y a au moins quelques onces perdues cachées quelque part dans le coffre-fort pour couvrir la petite différence. Une dernière semaine de plus de 500 onces est le genre de récolte qui peut combler presque n'importe quel écart. Et venant du terrain le plus riche de l'année, elle donne à Parker son meilleur swing possible en tête. Que même cette semaine monstre soit suffisante se résume à une simple soustraction. Une fois que les totaux des 2 saisons sont enfin verrouillés et comparés l'un à l'autre, le plus grand jamais enregistré, vient alors le calcul que tout concurrent féroce redoute secrètement. Avec les 2 numéros finaux côte à côte, le résultat est indéniable. Parker termine à 630 onces derrière Tony, un écart d'une valeur d'environ 2,5 millions de dollars en or brut. Le mentor a battu le protégé à son propre jeu au cours de la plus grande année du protégé, et Parker est de son propre aveu joyeux, loin d'être le perdant le plus aimable du secteur. 630 onces est une marge très mince à cette échelle. C'est la différence entre une seule bonne semaine, une bonne coulée de plus ou quelques pannes de moins au cours de la séquence. Dans une course en tête-à-tête, qui s'est déroulée sur une saison entière et sur des dizaines de milliers de mètres de terre, les 2 mineurs finissent séparés par moins que ce qu'une bonne usine peut produire en une bonne semaine. Mais la douleur de la 2e place est atténuée par quelque chose que personne ne pourra jamais lui enlever. Cette récolte de 10 600 onces vaut la somme époustouflante de 42 millions de dollars, et elle constitue sans aucun doute la plus grande saison d'exploitation minière jamais réalisée par Parker Schnabel. Il est honnête à ce sujet comme seul un vrai perfectionniste peut l'être, soulignant que la dernière semaine aurait pu produire encore plus d'or si l'opération n'avait pas connu autant de problèmes mécaniques au fil du temps. Une partie de ce qui rend possible un chiffre comme 42 millions de dollars est le prix lui-même. Ces mêmes 10 600 onces n'auraient valu qu'une fraction de ce chiffre quelques années plus tôt, bien avant que l'or n'atteigne 4000 l'once. Parker a extrait la plus grosse récolte de sa vie sur le marché le plus précieux que les champs aurifères aient jamais connu, et ce timing est une sorte de chance. Selon tous les critères qui comptent réellement, ce fut une année solide comme le roc, et son déroulement complet est presque impossible à comprendre.
Il s'agit de la même personne qui est arrivée au Yukon pour la première fois, alors qu'il était un adolescent maigre vert et au nez morveux, et qui n'a récolté que 38 onces d'or lors de sa toute première saison sur le terrain. C'est tout ce que tu as, je ne sais pas. Nous devons le peser et voir. Eh bien, pesons-le. Jetons un coup d'œil. Il était 18, 19, 20. Nous avons donc eu 32,75. C'est 12 de plus que ce dont j'avais besoin. De 38 oncés à plus de 10 000 ans après une année incessante d'expansion de l'exploitation jusqu'à ce qu'il se retrouve face à face avec le mineur de Placé, le plus établi de tout le Klondike, et qu'il perde de très peu. Perdre face à l'homme qui lui a appris le métier est plus profond que perdre face à n'importe quel étranger. Un mineur ne finit pas aussi près d'une légende sans l'être lui-même tranquillement. Et Parker n'a absolument pas l'intention de s'arrêter là. Il promet déjà de revenir l'année prochaine avec la ferme intention d'extraire encore plus d'or du sol gelé. Il avait passé plus d'une décennie à atteindre ce point. Il a repris une propriété familiale en difficulté alors qu'il était adolescent et en a fait l'une des plus grandes opérations de placère du territoire, augmentant le fer, le sol et l'ambition saison après saison. Le gamin qui célébrait autrefois quelques dizaines d'onces a fini par mesurer ses années par milliers jusqu'à ce que la recrue de 38 onces soit devenue la norme par rapport à laquelle les autres mineurs se mesurent. Pistolet éléphant chargé. Ce qui est le plus révélateur de tout, c'est exactement où va l'esprit de Parker à l'instant où la saison se termine officiellement. Il n'est pas question de se reposer sur ses lauriers avec une année de 42 millions de dollars. Presque avant que l'or ne soit enfermé, il est déjà à la recherche du prochain grand projet, du prochain terrain intact sur lequel il vaut absolument tout parier. De la façon dont il le cadre lui-même, le pistolet à éléphant est chargé. Et la seule chose qui reste à savoir est où diable le viser. Pour Parker, le prochain grand projet ne se limitera jamais à davantage d'or. Il s'agit de trouver un terrain qui vaut le genre de pousser tout ou rien exiger cette saison, les coupes devant lesquelles d'autres mineurs passent. Il a bâti sa réputation en misant gros sur ce genre de pari, et la recherche du prochain commence dès que le coffre-fort est verrouillé pour l'hiver. Les deux hommes se dirigent vers le même long hiver, pointant directement vers la saison suivante. Tony rentre chez lui en roi incontesté, refusant même d'envisager des vacances, prévoyant déjà d'être le premier de retour sur Terre aux vacances de printemps. Parker rentre chez lui piqué, agité, et plus motivé qu'il ne l'a été depuis des années, avec une arme chargée et un compte à régler contre le seul mineur qui a toujours son numéro. Une autre saison se termine donc au Yukon avec les deux poids lourds du jeu d'or moderne, séparés par seulement 600 onces. Lorsque le dégel arrive enfin et que les plantes de l'avoir reprennent vie, Parker parviendra-t-il à combler cet écart et à retirer la couronne de la tête de l'homme qui lui a appris tout ce qu'il sait? Déposez votre pronostic dans les commentaires et dites-nous qui, selon vous, remportera le prochain tour de cette rivalité. Et si vous voulez suivre chaque rebondissement, chaque direction et chaque confrontation de la poursuite, appuyez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant pour ne jamais manquer ce qui se passera ensuite.